Bonjour à tous, c'est Dimanche en politique. Merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes. 2000 francs-maçons venus du monde entier se sont réunis tout le week-end à Toulon, à Réunion, table ronde, salon du livre maçonnique ouvert à tout le monde. Une initiative pour aussi mettre en lumière une organisation qui est considérée comme secrète, influente et qui n'a pas toujours bonne réputation. La franc-maçonnerie, c'est le titre de l'émission, entre mythe et réalité. Et pour en débattre, réunis autour de cette table, Nadine Agen, bonjour. Vous êtes ce qu'on appelle une sœur, hein. Oui. C'est bien ça. Et vous êtes membre de la Grande Loge féminine de France, Memphis Misraïm, et vous venez du département du Var. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Philippe Dario, vous êtes donc un frère, et vous venez d'une obédience qui s'appelle le droit humain, qui est une obédience mixte. Mixte, tout à fait. Hein, puisqu'il y a aussi des obédiences mixte dans la franc-maçonnerie. Nous pourrons y revenir dessus. Absolument. Louis Trébuchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien grand maître adjoint de la Grande Loge de France et vous êtes... Il est parfait. Oui, non, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Et vous êtes organisateur d'ICOM 2017. C'est quoi ICOM? ICOM, c'est un grand rassemblement parce qu'il y a une chose que les Français ne savent pas. Vous avez dit l'organisation, la franc-maçonnerie. En réalité, en France, comme dans le reste du monde, il y a 3 rameaux de la franc-maçonnerie qui sont différents et qui, certaines fois, ne communiquent pas du tout entre eux et qui ont de la peine à se retrouver parce que quelquefois, ils ne veulent même pas se reconnaître. Et là, nous avons utilisé le biais de l'histoire, de la tradition, à travers les chercheurs, et c'est presque la première fois que nous nous retrouvons tous. Alors, vous parlez d'universalité de la franc-maçonnerie, et pourtant vous appartenez tous à des obédiences, hein, puisque c'est le terme approprié, différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs philosophies. L'universalité, finalement, elle est où, là? Droit humain, Grande Loge féminine de France, Grande Loge de France. Il n'y a personne du Grand Orient, mais on aurait pu inviter quelqu'un du Grand Orient. Et là aussi, c'est une obédience différente. Nous sommes tous des enfants des Lumières. Philippe Dario. Voilà. Oui, non, nous avons un point commun, c'est dans celui de notre objectif, et puis dans les bases de ce qu'est la maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie, c'est-à-dire d'abord l'humanisme, hein, et ensuite l'objectif commun de permettre à tout un chacun d'améliorer, de travailler sur soi et de travailler en commun. Ce point commun, toutes les obédiences l'ont. Après, au-delà de ça, les différentes obédiences ont, je dirais, des sensibilités particulières ou des habitudes de travail qui créent des différences. Mais ce qui nous réunit est bien plus important que ce qui nous Alors, je sépare. le disais, le droit humain, c'est une loge mixte qui accepte des femmes. À la Grande Loge de France, il n'y a pas de femmes. Pourquoi est-ce qu'il y a d'un côté des obédiences qui acceptent des femmes et d'autres qui sont beaucoup plus fermées? Évidemment, je vous attends là-dessus, Madame Agen. C'est le poids de l'histoire. Et ça donne un choix. Je veux dire, moi, je travaille avec des sœurs, etc. Mais quand on descend au fond de soi-même, qu'on se découvre pour essayer de s'améliorer, etc., eh bien, il y en a qui préfèrent le faire entre hommes, entre femmes, ou mixte. C'est chacun son choix. Ce qui n'empêche pas, après, de participer, comme aujourd'hui, à ICOM, à des travaux communs, à des choses ensemble. Hein. La Grande Loge féminine de France, c'est Memphis Misraïm. Memphis Misraïm, ça vient d'où? Grande Loge féminine de Memphis Misraïm. D'accord. Alors, je me suis trompé alors, en vous présentant. Vous faites bien de rectifier. Il y a des hommes aussi? Non, nous sommes que des une femmes. obédience féminine. Et c'est un choix. Moi, quand je suis rentrée en maçonnerie, j'avais envie de rentrer dans une obédience purement féminine. Alors justement, pourquoi est-ce que vous êtes rentrée en franc-maçonnerie? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui vous a motivé et comment est-ce que concrètement les choses se sont passées? Un désir d'abord. Un désir de connaissance, un désir de se perfectionner, un désir de comprendre, d'aller plus haut que soi. Et ça s'est fait tout naturellement, une rencontre, regarder un petit peu tout le paysage maçonnique, et puis à un moment, je crois qu'on est un petit peu guidé par quelqu'un, et puis ça se passe très facilement. C'est quoi, c'est de la cooptation, c'est ça? Pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout été cooptée. J'ai voulu rentrer en maçonnerie, et puis c'est très facile maintenant de savoir ce qui se passe, écrire, rencontrer quelqu'un. D'accord, donc n'importe qui Et peut j'ai fait écrire ma une demande. lettre, c'est-à-dire qu'on Oui. va chercher des adresses sur Internet, on écrit une lettre, et puis Tout à fait. on a la possibilité de rentrer en maçonnerie comme ça. C'est cette grande liberté, il n'y a pas de cooptation. Par contre, moi, c'est un ami que je ne connaissais pas, j'ai découvert après, qui m'a fait contacter. Et alors, j'ai eu de la chance de tomber dans ce rameau plus spiritualiste dans lequel je suis, dans lequel est la Grande Loge de France, parce qu'il y a un rameau qui est quand même plus proche du sociétal, de recherche de solutions, mais nous sommes un rameau plus orienté sur l'école mutuelle, un peu comme disait Nadine.
Eh bien, heureusement que je suis tombé là-dedans, parce que ça me correspondait. Mais on ne sait pas. On ne sait pas au début. Et vous? Alors moi, pour ma part, j'étais arrivé à un moment de ma vie où j'étais raisonnablement en équilibre, j'étais pas spécialement en souffrance, mais j'avais l'impression que mes idées tournaient en rond, que toujours les mêmes thèmes revenaient avec une espèce de régularité. J'avais l'impression d'être arrivé au bout d'une certaine logique intellectuelle et je ne me sentais plus évoluer. Et c'est vrai que j'ai rencontré des francs-maçons autour de moi, avec qui je me suis entretenu, et effectivement, moi, j'ai eu satisfaction, parce que tous ne trouvent pas forcément Considérez avoir l'équilibre. progressé intellectuellement, spirituellement? À titre personnel, oui, d'abord une grande satisfaction d'évoluer intellectuellement. Oui. Si je puis dire, Je vous c'est en prie. peut-être la seule chose qui est nécessaire pour entrer en franc-maçonnerie, c'est de commencer à se poser des questions. Si on ne se pose pas de questions, mais il n'y a pas d'autres critères pour entrer en maçonnerie. Alors. Je me pose des questions, j'ai envie de venir échanger. Bon, très bien. Donc on a bien compris que c'était ouvert à tout le monde, donc il risque d'y avoir un afflux de demandes là, parce que je sais que vous êtes particulièrement nombreux à nous regarder. Est-ce qu'on peut avoir les chiffres de la franc-maçonnerie dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? C'est à peu près 15 000 frères et sœurs qui sont donc francs-maçons. Il y en a 8 000 à Marseille. C'est à peu près entre 10 et 15% de la franc-maçonnerie nationale. Pourquoi est-ce que finalement la région PACA est une région forte? Alors je pense qu'il y a deux raisons. Il y a une raison historique, parce que la franc-maçonnerie à Marseille, au XVIIIe siècle et jusqu'au début du XIXe, a été très puissante, et c'était des gens qui cherchaient vous savez, c'est l'époque de la Révolution, c'est avant la Révolution, et en même temps, c'était des négociants, et ils ont couvert la Méditerranée. Et ça, c'est une raison historique, c'est une terre de franc-maçonnerie. L'autre raison, c'est clair, c'est que moi-même, je suis né de l'autre côté de la Méditerranée, je suis allé travailler en Bourgogne, et pour ma retraite, je suis venu là où j'avais mis mon bateau, et il y a beaucoup de retraités. Or, la franc-maçonnerie, c'est vrai que... C'est une histoire de vieux, c'est ce que vous êtes... Non, pas de vieux, mais de maturité. D'accord. Quand on commence jeune, c'est bien, Alors, mais... Se poser des questions, ça arrive quand on pose ses valises. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de questions, il y a aussi beaucoup de critiques sur cette organisation que finalement les gens ne connaissent pas très bien. Et Michel Aliaga et Frédéric Renard sont allés, c'était hier, avant-hier, à la rencontre des Toulonnais. Ils les ont interrogés sur leur vision de la franc-maçonnerie. Regardez et puis surtout écoutez, et évidemment on réagit juste après. Allons-y. Parole de citoyen. Et ça vous inspire quoi en général, la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie à la base était une confrérie qui était vouée à la recherche de la spiritualité et des choses sur l'être humain et le devenir de l'être. Et là, actuellement, c'est devenu un levier pour l'opportunisme social et l'élévation dans le milieu politique et industriel. Bon, c'est déguisé, on ne les voit pas, mais c'est du pouvoir. Il me semble que c'est une secte, hein, il me semble. Et franchement, je ne sais pas ce que c'est, les francs-maçons. J'en ai entendu parler, bien entendu, mais les francs-maçons, ça me dit rien. Il y a des gens très, comment dirais-je, très tolérants, et qui en général font du travail en groupe. Je suis franc-maçon. Ah. Donc, votre sentiment alors? Je trouve que c'est très bien que ça soit ouvert un peu aux profanes également et que tout le monde puisse venir s'initier à ce genre de choses, au moins avoir des informations qui leur conviennent. Ils ont des pouvoirs aujourd'hui encore? Oui. Le pouvoir de quoi? Par rapport à la présidence et tout. Par rapport à Macron et tout ça. C'est assez intéressant, mais ça reflète. Ouais, non, mais c'est le titre de l'émission, mais en même temps, c'est vrai que ça fait partie des questions que les gens se posent. Alors, on va essayer de prendre les choses en l'ordre. Et puis, évidemment, j'attends des réponses de votre part. Alors, il y a un monsieur qui dit élévation politique et industrielle, c'est-à-dire qu'on rentre là-dedans pour faire carrière. Allez, réponse. Qu'est-ce que vous répondez à ce monsieur ? Là, de ce côté-là, on ne peut pas répondre que de son expérience personnelle. Moi, depuis que je suis franc-maçon, je n'ai pas fait d'affaires, je n'ai pas gagné d'argent. Ça m'en a même un petit peu coûté, je pourrais dire. Donc, l'accès au pouvoir,
Bah oui, je me retrouve, c'est vrai, de manière un peu bizarre devant vos caméras. Alors peut-être si j'étais franc-maçon, je ne l'aurais pas été. Mais est-ce vraiment un pouvoir et est-ce vraiment régner sur les autres? Je ne suis pas convaincu. Le monsieur avec le monsieur avec le t-shirt du RCT et la casquette de l'Olympique de Marseille dit Macron, il a été élu grâce aux francs-maçons. Alors, moi, ce que je peux vous dire d'abord sur les affaires... Donc clairement, il y a aussi un pouvoir d'influence qui est pointé et qui est montré du doigt. D'abord, sur les affaires, j'ai un peu de bouteille. On y reviendra après sur les affaires. On me demande de rencontrer des gens qui veulent rentrer dans ma loge. La seule chose, la hantise que j'ai, c'est de ne pas laisser rentrer quelqu'un qui vient pour faire des affaires ou qui vient pour du pouvoir. Ça, c'est clair. Parce que c'est pas du tout notre truc. Alors on y reviendra sur les affaires parce qu'effectivement la région PACA a été partie. C'est pas la seule. Mais elle a été aussi touchée par des affaires qui impliquaient les francs-maçons. J'étais candidat au cantonal en Bourgogne. J'ai été battu. Tout le monde savait que j'étais franc-maçon d'ailleurs parce que j'ai reçu du courrier après. Et c'est pour ça que j'ai été battu. Quand ma mère est arrivée à la gare, elle m'a demandé alors contre-productif. Cette élection. Je lui ai dit, j'ai été battu. Elle m'a dit, ah oui, mais c'est parce que tu n'es pas franc-maçon. Bon, d'accord. Alors, limite. Après, je lui ai expliqué que Kipling était franc-maçon. Elle m'a dit, alors il doit y avoir 2 sortes de francs-maçons. Ça, c'est sûrement vrai. Nadine, secte. Il y a un monsieur qui dit, c'est une secte. Mais moi, je n'ai pas du tout l'impression d'être dans une secte, parce que quand on est dans une secte, on ne peut pas en sortir, ou on en sort ruiné, appauvri. On peut quitter la franc-maçonnerie à tout moment, quand on veut, et on n'en sera pas du tout poursuivi, délesté de son argent. Non, nous sommes des êtres libres. Vous parlez d'argent, justement. Ça coûte de rentrer en franc-maçonnerie. Il faut payer... Pas plus que d'un certain club de gymnastique à l'année, ou d'un club... C'est 300-400 euros à peu près. À l'année. À l'année. Est-ce que le fait pour les jeunes, nous, on fait des réductions. Et en plus... c'est un peu comme la SNCF. Quoi. C'est en fonction de l'âge, on peut avoir la réduction. On a un système d'hospitalier. C'est-à-dire, si quelqu'un ne peut pas payer, on s'arrange pour payer à sa place. C'est clair, hein? Oui. Et on peut payer en plusieurs fois. Oui. Juste, est-ce qu'il y a un profil type? Parce qu'effectivement, 300-400 euros, alors même s'il y a des réductions pour les jeunes, c'est une somme quand même à débourser. Est-ce que ça ne limite pas dans le recrutement à une certaine classe sociale, plutôt vers le haut, évidemment? Oui, je pense, tout à fait. C'est vrai que c'est une somme, après tout, qui reste abordable. On n'est pas dans des sommes déraisonnables. Mais effectivement, on a constaté, on réfléchit sur ce sujet, dans toutes les obédiences d'ailleurs, d'essayer de voir si ce n'est pas un empêchement pour les parties de la société les plus défavorisées. Oui, ça, c'est à l'évidence, c'est un sujet sur lequel actuellement on réfléchit. Mais on essaye de mettre en commun ceux qui ont les moyens, comme un peu avec Mozart, si vous vous souvenez, qui avait été financé par qui était franc-maçon, qui était franc-maçon, financé par un de ses frères. On essaie de mettre en commun nos moyens pour payer à la place de celui qui n'a pas les moyens de payer. Donc, je crois sincèrement qu'on peut y arriver. Bon, mais ça, c'est vrai que quand on vous annonce ces 300 euros, ça fait 25 euros par mois. Voilà. Oui, c'est une somme qui peut être rédhibitoire pour certains qui ont envie. Et on n'ose pas, surtout, ils n'osent pas demander de l'aide pour ça. Ils veulent pas avoir l'impression de ne pas pouvoir, alors qu'en fait, on les aiderait. Alors, je reviens sur les réflexions et sur les interrogations des gens que nous avons rencontrés, mais c'est effectivement à peu près les questions que tout le monde se pose. Il y a une espèce de culte du secret autour de la franc-maçonnerie. On n'a pas tendance à dire qu'on est franc-maçon, ou alors vraiment, voilà. Alors, vous en êtes pas la preuve puisque vous avez décidé de venir témoigner sur ce plateau, mais voilà, pourquoi est-ce qu'il y a ce culte du secret? C'est lié à quoi? Vous n'allez pas me dire le régime de Vichy, parce que ça c'était... Ouais. Non. De tout temps, les dictatures n'ont pas aimé la franc-maçonnerie. Mais c'est fini ça, enfin en tout cas pas en France. Attendez, écoutez, moi j'ai été dans un conseil régional où il y avait des gens du Front National, j'ai bien vu leur comportement, en Égypte ou ailleurs. Donc la seule chose à laquelle on s'engage en franc-maçonnerie, c'est de dire, je ne dirai jamais un tel il est franc-maçon ou il n'est pas franc-maçon. Après, voilà. si on l'est, on se garde la possibilité, il n'y a pas de règle, quoi. Il y a des petits cailloux blancs chez moi partout pour que les gens engagent le dialogue. Ouais. Il faut garder ce culte du secret, cette discrétion. Je dirais c'est délicat dans le sens de quel secret parle-t-on.
Si c'est le secret de l'appartenance, à l'évidence, on est libre chacun de s'annoncer ou pas, de se dévoiler en tant que franc-maçon, ce que nous faisons aujourd'hui en totale décontraction et sans que notre acte soit transgressif, donc déjà dans un premier temps. Après, il appartient à chacun, évidemment, de garder de par devers soi son appartenance. Et nous, il nous est interdit, effectivement, comme le disait Louis, de dévoiler qui que ce soit, et même plus loin, de confirmer l'appartenance ou pas à la franc-maçonnerie d'une quelconque autre personne que nous-mêmes. Après, quand on parle de secret, il y a dans notre démarche, qui est une démarche initiatique, ésotérique, il y a une part de secret dans le sens où tout n'est pas révélé immédiatement, c'est un phénomène qui est progressif. Rien ne nous sera caché, mais il y a des périodes pour qu'on vous relève certains éléments. Ça, c'est un secret lié à notre propre fonctionnement interne. Nadine, il y a beaucoup de littérature sur la franc-maçonnerie. Là, on a vu des images de temples. C'est l'endroit où les francs-maçons se réunissent, mais sans les frères ou les sœurs à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'image de ce qu'on appelle des tenues. Ça, on n'a pas le droit de filmer. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de filmer? On peut filmer des temples. Il y a certains francs-maçons comme vous qui se dévoilent, mais on n'a pas le droit de filmer de tenues. Pourquoi? Ça fait partie de la maçonnerie. Il y a notre travail, c'est un rituel, et ça, on le découvre au moment où l'on rentre, parce qu'il y a quelque part ce qu'on appelle le secret, en fait, c'est notre vécu. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Le secret est quelque chose d'intérieur, c'est un secret intérieur. Et ça, oui, effectivement, ça fait partie de quelque chose de très intime, et c'est quelque chose qui ne peut pas se dévoiler puisque cela se vit. Et je dois vous avouer que je me découvre aujourd'hui. Mon père, à midi, ne le savait pas encore. Et donc, je n'ai jamais annoncé mon appartenance. Je le fais aujourd'hui, parce que je pense qu'à un moment, voilà, on peut être fier d'être franc-maçon. Alors, on parlait de solidarité, d'entraide, et on va développer dans un instant, parce qu'il y a souvent aussi des affaires qui peuvent se mêler à tout ça. Quelques francs-maçons, de nombreux francs-maçons ont été quelquefois mêlés à des affaires qui ont défrayé la chronique judiciaire. L'une d'entre elles, c'était en 2004, alors ça ne date pas d'hier, c'était il y a quelques années à Nice, où c'est le procureur près du TGI de Nice qui était impliqué. Regardez ce sujet, il date du 13 octobre 2004. Regardez. En quelques jours, les pratiques des années 90 sur la Côte d'Azur des frères ont ressurgi. Par l'annonce d'abord de la comparution de Jean-Paul Renard devant le Conseil supérieur de la magistrature. Le magistrat est soupçonné d'avoir usé de son appartenance maçonnique pour protéger des frères mis en cause. En début de semaine, 4 anciens membres de la GLNF, dont 2 policiers, comparaissaient pour avoir consulté des fichiers secrets au bénéfice de cette même loge. Réduire la GLNF à ces problèmes qui affectent ces quelques personnes, à supposer qu'ils soient réels d'ailleurs, ce n'est pas normal. Et je dirais c'est injuste et c'est mal vécu par la plupart des frères. Aujourd'hui, dans la province Alpes-Méditerranée, François Stéphanie l'affirme, le ménage a été fait même si... On ne pourra jamais se prémunir de quelqu'un qui viendra pour nous tromper et essayer de cultiver des effets de lobby ou des effets de système. La mise au jour des réseaux parallèles aux institutions de la République va-t-elle nuire à l'image d'une association normalement plus philosophique, aujourd'hui forte de 100 loges et de 33 000 membres? Selon son porte-parole, les demandes d'initiation n'ont jamais été aussi nombreuses. Alors, petite précision, Jean-Paul Renard, le magistrat qui était impliqué, a été radié de la magistrature en 2004. C'est une sanction qui a été confirmée par le Conseil d'État et puis il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 5 000 € d'amende pour violation du secret professionnel. Donc la sanction a été avérée. Quant à François Stéphanie, qui intervenait, qui était avec grosse difficulté, puisqu'il a été élu patron de son obédience, grand maître, en 2007. Il a été exclu pour opacité des comptes. Et parce qu'il avait aussi appelé à voter Nicolas Sarkozy, on y reviendra dans un instant, il a été exclu donc de la GLNF et il est interdit à toute loge de le recevoir. Donc voilà, les débordements, ça peut exister. Les GLNF ont souffert énormément. Et ça, c'est pas une histoire d'affairisme, c'est je pense, la manière dont la Grande Loge nationale française a été conduite. Nous aimons ces frères, même si nous ne pouvons pas les rencontrer facilement, sauf à ICOM, mais nous aimons ces frères
et nous les avons parce que je aidés crois que la Grande Loge nationale de France ne peut pas les visiter et les autres obédiences ne peuvent pas visiter. Parce que il y a un rameau qui s'appelle le rameau. C'est une question de reconnaissance anglaise. Hein, voilà, d'accord. Alors, les rameaux qui viennent d'Angleterre ne reconnaissent pas les autres. Philippe Dariot. Oui. Je voudrais quand même dire que des moutons noirs, il y en a partout et qu'on fait la chasse. Mais il y en a partout. Je veux pas... Toute association, tout club, Philippe Dariot, politique. Philippe Dariot, justement, c'est sur cette notion de fraternité, frères, sœurs, sur cette notion de solidarité entre les frères et les sœurs, entre les frères eux-mêmes. Est-ce que est-ce que ça entraîne pas des débordements comme on vient de le voir là? Il y a une nécessité forcément de rendre service à un frère? Alors, bien sûr, c'est un de nos principes. Effectivement, on doit se porter au secours de nos frères et sœurs. C'est quelque chose de fondamental dans la maçonnerie. Quitte à dévier de la loi? Ah non, absolument pas. C'était le cas, là. Ah oui, là, c'était le cas, mais en aucun cas. D'ailleurs, de toute façon, je voudrais vous faire remarquer une chose. Vous citez une affaire, effectivement, qui a été jugée, donc avérée, parce que sinon, je ne me prononcerai pas dessus. Donc, je suis le simple citoyen, je ne suis même pas franc-maçon dans ce cas précis. Vous dites, c'est une affaire qui remonte à 2004. Il y a de nombreuses affaires qui sont sorties depuis, sans qu'elle implique spécialement les francs-maçons. Donc, je pense aussi qu'effectivement, c'est une affaire probablement regrettable. Et toute la maçonnerie, au-delà même de la GLNF, en a pâti en termes d'image. La preuve, c'est qu'on en continue à en parler aujourd'hui, alors qu'il y a bien d'autres affaires qui se sont succédés depuis 13 ans, dans lesquels les francs-maçons sont restés totalement, heureusement, absents. Il faut savoir qu'il n'y a pas de garantie en tant que franc-maçon. Ce n'est pas une garantie d'honnêteté d'être franc-maçon, mais toutes les obédiences veillent, autant dans leur recrutement que dans leur pratique, à écarter ce genre de Comment on fait pratique. justement dans le recrutement pour se prémunir de ce type de mésaventures? Comment est-ce qu'on va être... On n'est jamais certain que la personne qu'on va recruter, elle ne va pas, à un moment donné, voilà, dévier, pas franchir la ligne jaune. On n'est pas définitivement franc-maçon. On peut en sortir vite. Chez nous, s'il y a le moindre problème, il y a tout un système à l'intérieur de la loge. Et ensuite, s'il s'appelle le jury fraternel chez vous, ça a un autre nom. Chez nous, chez vous, ça a un autre nom. Et dès qu'il y a un problème, ça remonte et on peut être exclu. Il est vrai. Alors, nous faisons attention au départ. Ça ne garantit rien. Mais s'il se produit un problème, vous pouvez être sûr que la personne en question, si c'est avéré, elle est exclue. Merci. Désolé. Il est vrai que lors de la demande de recrutement, je pense partout, on demande un extrait du casier judiciaire, déjà au départ, et puis ensuite on essaye, si jamais il y avait une inscription dessus, c'est de voir pour quelle raison, parce qu'il ne faut pas non plus se montrer trop définitif, mais je pense que voilà, les francs-maçons avant tout sont des citoyens, qui sont des citoyens engagés dans la cité, et ils sont réputés honnêtes, loyaux et effectivement solidaires entre eux. Après, il y a toujours malheureusement des débordements, mais vous voyez, comme on les paye longtemps, 13 ans après, on en parle encore. Oui. François Stéphanie, là, je reviens sur François Stéphanie. Alors lui, c'était pas il y a moins longtemps que ça, puisqu'il a été exclu en 2012. Il avait dit clairement devant les médias, la Grande Loge nationale de France, c'est, je sais plus le chiffre en tête, 46 000 frères qui sont derrière vous, Monsieur Sarkozy. L'implication de la franc-maçonnerie dans la sphère politique, est-ce que c'est quelque chose dont elle doit se prémunir ou est-ce qu'elle a raison d'intervenir comme l'a fait Stéphanie, ce qui lui a été lourdement reproché d'ailleurs? Nadine Aja. Je suis dans une obédience où l'on ne parle pas du tout de politique. C'est une obédience spirituelle qui travaille à la connaissance de soi et de l'humanité, et tout ce qui est politique est exclu de nos débats et de nos recherches. C'est peut-être un peu moins vrai en fonction des autres obédiences. Dans mon obédience, dans notre rameau, si vous voulez, qu'on appelle un peu écossais, parce que c'est le... Bon, notre motto, c'est que nous nous formons nous-mêmes pour changer les cœurs autour de nous, pour ces cœurs changent le monde. Et donc chacun agit lui-même. Et on se refuse à toute prise de position collective. Et même à une pensée collective, on en arrive à se définir une pensée personnelle et intime sur le monde, et chacun joue sa vie. Pas tout à fait vrai, parce que... Oui, c'est pas vrai chez vous. Pas complètement vrai, c'est-à-dire que chez nous, la politique en tant que telle est bannie, mais par contre, mon obédience travaille volontiers tout autant la symbolique que les domaines sociaux. Alors effectivement, la frontière est fine entre le social et la politique, donc l'ordre auquel j'appartiens ne donne que très rarement des consignes de vote. Traditionnel chez le franc-maçon, on se tient quand même à l'écart des extrêmes. En principe. Oui, non, mais clairement. Mais il n'y a pas de discussion politique en loge. Clairement, les grands maîtres des différentes obédiences sont appelés à voter contre le Front National. Enfin, il faut dire les choses clairement. Oui. Ouais. Mais pas et en même temps, il y a un paradoxe, parce que il y a une des devises de
de certaines obédiences maçonniques, c'est liberté, égalité, fraternité, qui est la devise républicaine. Front National participe au suffrage, ça veut dire qu'il fait partie de la République intégrante. Donc est-ce qu'il n'y a pas... Voilà, quand cette devise est menacée, on la défend. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où il y a des régimes dictatoriaux et qu'il y a une certaine extrémisation qui peut nous conduire à des dérapages. Et la seule chose que disent les grands maîtres, et là je suis d'accord avec eux, c'est attention, n'allez pas aux extrêmes. Mais ce n'est pas une prise de position politique. Le droit humain partage cette opinion émise par la Grande Loge de France. Le droit humain partage en grande partie cette opinion. Toutefois, là vous parlez du Front National, naturellement je ne suis pas fondé à parler du Front National. Effectivement, c'est un parti qui a pignon sur rue, qui a des opinions. Effectivement, ça mérite que chaque citoyen s'interroge sur la vision de ce parti. Et vous dites qu'on est nombreux, il y a de nombreux francs-maçons en PACA. Je crois que le vote Front National en PACA m'apparaît aussi très puissant. Ouais, très puissant. Et en tout état de cause, nous, tout ce qui est humain est nôtre. Donc si, effectivement, et encore, je ne parle que d'ordre général, nous tenons en général à l'écart de ces idées. Toutefois, nous ne rejetons pas l'homme ou éventuellement le lecteur, qui peut lui se trouver dans des situations extrêmement délicates et être amené à ce vote-là que nous regrettons. Allez, c'est presque terminé, il reste 1 minute 30 d'émission. Nadine Agent, on a vu des symboles, là. Ça veut dire quoi, là? Une équerre, un fil à plomb Alors écoutez, allez sur Internet, achetez tous les bouquins que vous voulez, vous trouverez tout ça, mais après, ça reste à vivre. Mais ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on utilise ces outils alors maçonniques, mais maçons au sens... Ce sont nos outils. Les symboles sont nos outils. Voilà. Ce sont... Une équerre, un compas... C'est une liberté pour se construire soi-même. Alors là, je ne vais pas vous donner toutes les règles, vous allez les trouver. Et puis après, ils sont à vivre intérieurement. Et c'est fondamental. Voilà. Mais le fait qu'on retrouve beaucoup d'informations sur les livres, c'est quelque chose qui vous gêne ou pas? Pas du tout. Non. Mais les choses ne sont pas comprises avec des mots. Ce n'est pas les mots qui comptent. Et les symboles, quelquefois, ça permet de remplacer ce que les mots ne peuvent pas dire. Le mot est trompeur, il est cartésien, chacun a sa valeur. Et avec un symbole, on arrive à se comprendre plus profondément. Voilà. Et nous allons plus loin, et en fait, dans ce travail un peu spirituel et initiatique, on s'éveille, et toute âme qui s'éveille éveille le monde, ce que disait Gandhi. Donc à partir du moment où nous sommes dans notre recherche spirituelle et sur soi, nous allons peut-être éclairer un peu plus les choses et ce monde. Gandhi, pour finir l'émission, c'est parfait. Merci beaucoup à tous les trois. Je crois que c'est un chiffre symbolique aussi, 3. Hein, donc, il me semble que le 3, c'est aussi un chiffre. Tout à fait. Ah oui, le triangle aussi. Merci à tous les trois. Et le triangle aussi. Voilà. Merci. Merci. Faut monter le 3e. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau ICOM. Ça se termine dimanche soir, ce soir. Hein, donc on peut encore aller vous visiter. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain à partir de 11h30 sur France 3 Provençal. Merci de votre fidélité. Au revoir.